Voilà, on va démarrer doucement. On attend encore un peu quelques participants qui sont en train de se connecter, mais on est déjà pas mal en nombre. Je vais peut-être encore attendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer officiellement. Peut-être déjà vous dire en intervalle que nous sommes ici à la Fédération avec Dominique Coulon et Christophe Talon, dans le respect des protocoles sanitaires. Et donc voilà, donc c'était plus facile qu'on soit tous ensemble réunis. Et donc on est ici à la Fédération porte ouverte, fenêtre ouverte, et on met le masque qu'il faut le mettre, celui qui parle maintenant. Voilà, je propose qu'on débute maintenant la soirée. Donc on a ici 1 heure devant nous. Je voudrais d'abord vous souhaiter évidemment bonsoir à tous et vous remercier d'être tous là. Je souhaite également la bienvenue à Madame Valérie Gatini, donc la ministre des Sports de la Wallonie-Bruxelles, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Également Pierre Milquet, son attaché sport, et André Strain, le président de l'AISF, et également président de la Fédération francophone de tennis, qui est également parmi nous. Ce soir, nous avons un objectif et 2 bonnes raisons d'être ensemble. Je dirais, concernant l'objectif, c'est avant tout la volonté qu'on a de nous mettre vraiment à l'écoute de ce que vous vivez aujourd'hui dans vos clubs. On a régulièrement des contacts avec vous. On trouvait vraiment l'idée intéressante de rassembler tout le monde dans ce village afin de remonter encore et partager nos difficultés d'une part, mais aussi déjà se tourner vers l'avenir et être déjà à l'écoute d'idées pour ce qui concerne la relance, qui certainement ne tardera pas à arriver un jour. 2 raisons également importantes d'être ensemble ce soir, c'est d'une part évidemment vous informer, on l'a annoncé sur une série de mesures de soutien financier qu'on peut aujourd'hui vous annoncer puisqu'on a toutes les certitudes par rapport à ces mesures, et d'autre part également partager les résultats de l'enquête que vous avez remplis en grand nombre et qui concernaient pas seulement les clubs de la LFH européenne, mais également de la VHL, concernant comment est-ce qu'on voyait un petit peu la fin de saison. Donc voilà, avant de céder la parole à Domi pour l'agenda et un peu d'organisation pratique, je voudrais encore partager avec vous une idée et un message important avant de débuter. Donc on le sait, tout le monde du hockey, comme tout le monde sportif d'ailleurs, reste sous le choc des conséquences dramatiques de cette pandémie. La crise de Covid nous oblige tous à une remise en question profonde et surtout à une agilité sans précédent. Mais je voulais vraiment prendre l'occasion ici pour vous assurer, vous confirmer aussi que notre Fédé a fait un choix très clair et c'est avec une volonté très ferme qu'on a décidé de ne pas arrêter ici la saison en cours et qu'on fera vraiment tout ce qui est dans notre possible pour reprendre à partir du moment où il y aura une autorisation des autorités dans le respect des règles sanitaires évidemment et des protocoles qui seront demandés. Mais donc l'idée est vraiment de poursuivre parce qu'on sait, on est tous très conscients qu'étant donné le modèle économique de nos clubs, largement dépendant des cotisations de nos membres, une saison blanche pourrait potentiellement avoir des conséquences extrêmement dommageables dans la santé financière de nos clubs. Récemment, un club estimait que si on devait être dans cette situation, il aurait presque 300 000 € à rembourser à ses membres, ce qui est évidemment totalement impossible, en tout cas si on parle de remboursement en cash. Voilà, donc une volonté très ferme, et c'est un choix aussi que je pense qu'on fait en tant que Fédé, les 3 entités ensemble, RBH, LFH, VHL, car on sait aussi qu'on peut on peut compter sur la réactivité qu'il y a dans le club. On sait également que vous avez des organisations et des accompagnements professionnels. On sait également qu'il y a un grand sens de responsabilité dans votre conseil d'administration. Et donc, on sait que le jour où on pourra redémarrer, on le fera avec toutes les précautions nécessaires et avec toutes les garanties de succès, comme l'exemple de l'ADH peut par exemple montrer l'exemple. Alors voilà, donc moi je voudrais juste dire, pas de naïveté par rapport à la situation, évidemment pas, mais certainement
dans notre fédération une volonté claire de continuer à espérer pour cette saison en cours. Et voilà. Je vais maintenant passer la parole à Christophe Talon qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionner ce soir. Bonjour à tout le monde. Donc, on veut que ce webinaire soit assez interactif et aussi vous donner la parole. Et pour ceci, on vous propose de poser vos questions dans votre barre d'outils à droite. Vous avez un onglet questions que vous pouvez utiliser. Certains l'ont déjà fait, donc continuez à le faire. Posez vos questions. Et nous, ici, on les rassemble et on les pose en direct. Enfin, je les poserai en direct à Dominique pour la poser en direct. Et alors, il y a aussi également une option de lever la main. Donc, vous pouvez lever la main virtuellement et avec Sophie, on peut vous donner la parole aussi à distance et débloquer votre micro à distance. Voilà, c'est assez interactif ce soir. On est là pour répondre à vos questions et la parole sera à vous en fin de webinaire. Merci. N'ayez pas le tournier. Bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue lors de ce webinaire et parcourir, je dirais, assez rapidement un ordre du jour assez simple. L'introduction, elle a déjà été faite par Yves. Et avant de passer la parole à Madame la Ministre, je pense, bon, c'était pas nécessairement voulu, mais que l'organisation de ce webinaire ce jeudi soir arrive à un moment assez crucial. Nous savons tous que demain, il y a un Codeco important, ils le sont tous, mais on a l'impression en tout cas que pour nous, au niveau du monde du sport, au niveau, je dirais, du monde social et culturel en général, c'est un moment important. Alors bien entendu, les décisions politiques, elles seront prises demain, elles seront annoncées demain soir, mais vraiment, le momentum est important. Je crois que tout le monde en est conscient, vous en premier, vos membres. Je ne dirais pas la pression est importante, mais oui quand même, il suffit de voir ce qui se passe dans la vie en société. Et je crois que tout le monde a besoin d'air. Notre sport s'y prête quand même parfaitement. Comme Yves l'a dit, je ne vais pas répéter ses paroles, nous avons l'expérience positive, très positive de la reprise des matchs en DH et qui reprennent d'ailleurs ce week-end avec le respect des protocoles. Nous avons l'expérience et l'exemple de la reprise des entraînements qui, en tout cas, se passe très bien. Le respect aussi des règles est important. Et donc, je pense que dans ce trend, il est aussi important que l'on puisse aller plus loin, que l'on puisse donner des perspectives au monde sportif. Je crois que c'est ça aussi qu'on attend de manière très matérielle. Pour nous, en tant que fédération, derrière la volonté de reprise, il y a aussi le besoin d'avoir à un moment donné, si pas un calendrier, quand même des ordres de grandeur ou des ordres de temps pour pouvoir dire dans ces périodes-là ou vers ces périodes-là, on pourrait espérer quelque chose, simplement pour pouvoir nous y préparer. Si l'information arrive la veille pour le lendemain, ça serait évidemment beaucoup plus difficile et pour nous et pour vous en tant que club pour pouvoir évidemment vous y adapter. Voilà, c'était, je pense, ce que je voulais dire ici en guise d'introduction. J'interviendrai encore tout à l'heure pour préciser les aspects plus pratiques au niveau financier. Mais évidemment, maintenant, je laisse aussi la parole à Madame la Ministre et la remercie évidemment encore une fois d'avoir dégagé son agenda qu'on sait bien chargé encore plus dans ces moments-ci pour passer quelques temps avec nous, avec la Ligue francophone de hockey. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ça fonctionne? Très bien. Très bien. Oui. Formidable. Merci beaucoup, cher président, cher directeur général et chers responsables des clubs affiliés de la Ligue francophone de hockey. Bonsoir à tous. Je suis triste de ne pas pouvoir vous voir en chair et en os, mais au moins on peut se parler. Je suis vraiment ravie de l'initiative qui a été prise par la Ligue francophone de hockey de ce webinaire qui démontre la volonté de la Ligue d'être à l'écoute de ces clubs et je pense que c'est essentiel en cette période qui est si difficile. On sait qu'il y a
vraiment beaucoup d'efforts qui sont demandés aux fédérations, qui sont demandés aux clubs pour adapter les protocoles en temps réel, pour répercuter les informations aux clubs, pour répondre aux questions des affiliés et pour tenir le choc tout simplement. Alors je sais que la cellule compétition de la Ligue a lancé une enquête début février et que ce sera dévoilé tout à l'heure par les responsables. En tout cas, les résultats, je ne vais pas en parler ici, mais l'objectif, c'est bien sûr une reprise totale ou partielle des compétitions fin mai ou fin juin, si l'évolution de l'épidémie nous le permet. Je pense qu'ici, c'est véritablement un exemple qui est donné à la Ligue francophone de hockey. C'est à mes yeux vraiment un exemple à suivre au niveau du suivi des sportifs de haut niveau, de la détection des jeunes talents et puis de la bonne gouvernance et de l'aide à ces clubs, puisque je pense qu'il y a eu à chaque fois un souci particulier de pouvoir répercuter le plus rapidement possible les informations et donc on vous en est extrêmement reconnaissant. Je pense que ça se ressent sur le nombre de clubs présents ce soir et donc je remercie aussi les dirigeants des 48 clubs pour leur détermination et leur motivation à continuer les activités sportives pour nos jeunes affiliés. Je suis bien sûr tout à fait consciente des difficultés des clubs et du mal-être des sportifs par rapport aux restrictions de la pratique sportive, plus particulièrement suite à l'arrêt des compétitions amateurs. C'est évidemment un crève-cœur pour moi en tant que ministre des Sports. J'espérais que mon mandat allait être marqué par davantage d'activités sportives et après seulement quelques mois de mandat, ce que nous avons dû faire, c'est restreindre les activités sportives. C'est un véritable crève-cœur, c'est contre nature pour moi, je pense. Et donc, demain au Codeco, nous allons travailler sur des perspectives d'élargissement des bulles en extérieur. Elles seront discutées pour vous permettre de faire davantage d'activités. On va aussi proposer un nouveau protocole sanitaire portant sur les événements sportifs outdoor. Et puis, il devrait y avoir une feuille de route pour la reprise des entraînements et des compétitions en outdoor. Je ne vais pas vous dire que c'est demain, ça, ce sera plus tard, mais il y a une feuille de route qui sera discutée au Codeco demain. Ce message sera porté par Pierre-Yves Géolet, ministre-président en Fédération Wallonie-Bruxelles. En attendant la reprise, que j'espère de tout cœur la plus rapide possible, et je sais que vous partagez mon souhait évidemment, on sait que nos clubs et nos fédérations ont besoin de soutien. Et vous le savez, dans un premier temps, c'était 4 millions d'euros qui ont été débloqués avec 508 dossiers qui ont été jugés recevables pour un montant d'1,8 million. Il y a aussi 448 clubs qui ont pris l'initiative de participer à l'initiative « Je me bouge pour mon club » et donc ils ont reçu une aide de 1 000 euros. Il y a également une enveloppe de 1 200 000 euros qui permettront prochainement une seconde édition de « Je me bouge pour mon club » afin d'aider nos clubs avec un montant financier, mais aussi de remobiliser les sportives et les sportifs autour d'un projet commun. Et donc, cette information-là vous sera diffusée aussi rapidement que possible pour que vos clubs puissent éventuellement y participer. Et puis, vous le savez, dernièrement, le gouvernement a décidé de mobiliser une enveloppe complémentaire de 6 millions d'euros parce qu'on sait qu'il faut venir en aide à ce secteur qui est le secteur sportif, qui est le plus important secteur associatif en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, afin de répondre aux demandes qui ont été formulées par le secteur et notamment au niveau de la charge administrative qu'on voudrait aussi réduite que possible et aussi au souhait d'accorder un rôle prépondérant aux fédérations, on a décidé de ventiler les 6 millions entre les 63 fédérations et associations sportives reconnues et elles pourront de manière autonome et en tenant compte des spécificités venir soutenir les clubs affiliés et donc au total on aura débloqué depuis le début de la crise 10 millions en soutien pour faire face à cette situation tout à fait inédite. On a conscience que ce n'est pas suffisant et qu'il faudra encore prévoir d'autres types d'aides à ce stade. Nous savons que les pertes sont importantes. Je pense que l'aide la plus bienvenue, bien sûr, ce sera une reprise des activités. On y travaille. Évidemment, pour le moment, c'est un soutien financier sur lequel on travaille puisqu'on ne peut pas encore reprendre de la manière aussi large qu'on veut, mais il y a bien un plan de reprise progressive, graduelle, en commençant par l'outdoor et puis ensuite l'indoor. Alors, la Ligue va recevoir un montant d'un peu plus de 200 000 euros, dont au moins 80% devra revenir au club sous forme de réduction de frais administratifs, de réduction totale ou partielle des frais de cotisation, d'inscription en championnat, de frais liés à l'arbitrage ou encore d'indemnités
formation. Voilà, on espère de tout cœur que ça permettra d'atténuer un petit peu les pertes. On a conscience que ce n'est pas, on a conscience évidemment tous ici que ce ne sera pas suffisant. C'est un premier geste. Il y a encore d'autres types d'aides qui sont évidemment envisagées. J'ai mentionné aussi Je me bouge pour mon club. Donc on vous tiendra évidemment au courant de lancement de cette initiative. Je ne serai pas plus longue parce que je pense que vous ne venez pas pour moi, mais que je pense que les résultats de l'enquête lancée par la Ligue francophone de hockey seront beaucoup plus intéressants. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation, pour votre initiative. Je vous souhaite une réunion constructive. Mon équipe se tient naturellement à votre disposition et je vous répète une fois encore toute mon admiration pour la façon dont la Ligue et dont les clubs affrontent cette crise vraiment inédite, toute notre reconnaissance pour ces actions au profit de nos sportifs. Bien, merci, merci Madame la Ministre, merci beaucoup déjà de votre présence, de votre écoute. On se rend bien compte que la situation n'est pas facile, loin de là, c'est un euphémisme. Merci également pour, je dirais, les montants que vous avez annoncés et que nous avions évidemment reçus et que nous voulions évidemment vous en laisser la primeur au niveau des clubs. Nous en avons déjà discuté cette semaine lors d'un organe d'administration au niveau de la Ligue francophone. Et donc, de manière très pratique, nous pouvons donc annoncer au club le montant précis, 208 180,94 € qui viennent de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enveloppe à laquelle la Ligue francophone va ajouter un montant de 150 000 € qui sera pris sur les finances et sur l'exercice 2020. On peut déjà annoncer, même si évidemment ça ne sera voté que lors de l'Assemblée générale du 23 mars prochain, que nous allons terminer l'exercice par un déficit de l'ordre de 40 000 €. Mais donc ces deux montants mis ensemble vont faire donc une enveloppe totale pour l'instant, et espérons que ça ne reste que pour l'instant, de 358 000 €, ce qui, rapporté aux 26 000 membres, fait un peu moins de 14 € par membre. Alors, comme Madame la Ministre l'a signalé, c'est évidemment une goutte d'eau dans les difficultés que tous les clubs vivent, mais malgré tout, quand vous voyez les montants qui sont repris sur le slide, je pense que ça représente quand même quelque chose, voire quelque chose d'assez conséquent dans la situation actuelle de trésorerie des clubs. Et je pense aussi important d'annoncer dès à présent que nous avons décidé au niveau de l'organe d'administration de ristourner ou de retourner l'ensemble de ce montant vers les clubs. Donc, là où l'arrêté nous limite, nous permet de limiter à 80% ce retour vers les clubs, nous avons décidé de retourner 100% de ce montant vers les clubs. Alors, de manière très concrète, le timing des appels à cotisation au niveau de la fédération se fait via différents acomptes. Je rappelle qu'il y a eu un premier acompte de 50% en début de saison, l'acompte, je dirais, classique, un peu moindre cette année, déjà lié aux crises et aux difficultés de l'année dernière. Ce montant-là est soldé. Par contre, il y a eu deux acomptes de 20% qui n'ont pas été appelés, qui ont été retenus à notre niveau. Évidemment, ce n'est pas le moment d'aller réclamer de l'argent, donc ces montants sont suspendus. Et donc, avec l'enveloppe qui est aujourd'hui mise sur la table, il y a déjà un acompte qui est complètement absorbé, l'acompte 2, comme on l'appelle, de 20%, et une partie de l'acompte 3 qui sera également absorbée par cette enveloppe. Alors, comme vous l'avez annoncé, d'autres mesures sont dans le pipeline. On espère évidemment le plus rapidement possible avoir, je dirais, plus de clarté ou plus d'informations par rapport à ces différentes mesures. L'action Je me bouge pour mon club, mais peut-être aussi d'autres mesures, comme vous l'avez fait, de cet appel à l'union sacrée autour du sport, que ce soit au niveau fiscal, au niveau social. Il y a de grandes, je dirais, attentes de la part du secteur. Je vois d'ailleurs certaines questions qui arrivent en termes de déductibilité fiscale
ce sont évidemment des questions d'actualité à propos desquelles, pour l'instant, on n'a pas nécessairement les réponses ou toutes les réponses, mais où on espère qu'il y aura des perspectives qui vont pouvoir se dégager. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'était l'information. Juste préciser, il y a une question de Guillaume concernant si les clubs de moins de 200 membres sont également un peu pour se voir l'aide, évidemment. C'est un calcul par membre. Oui, on va juste donner une indication de montant. On va jusqu'au club de 20-25 membres, puisqu'on en a, et donc ce sera vraiment proportionnel jusqu'au dernier membre. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était du soutien financier. Peut-être prendre l'occasion aussi il y a des représentants de la ISF, je pense André Stel, et j'ai vu que Serge Maternel s'est rejoint aussi. Peut-être également pouvoir leur donner la parole s'ils veulent partager un petit peu leur. C'est Serge, je vois qui est là. Il faut ouvrir le micro de Serge plutôt. Et voilà. Oui. Serge, si tu veux dire quelque chose. Oui, merci d'abord de nous avoir invités. André a quelques problèmes de connexion, donc je me permets de prendre la parole à sa place. Merci aussi à la ministre d'être intervenue. Et en effet, on espère qu'elle pourra défendre de nouveaux assouplissements, enfin que le gouvernement, la Fédération Wallonie-Bruxelles pourra défendre de nouveaux assouplissements, si ce n'est pas demain, au moins avec une perspective qu'on pourrait espérer au 1er avril. Ou à tout le moins, en tout cas, une augmentation dans la jauge pour les bulles, peut-être passer de 4 à 8, à 10, c'est des chiffres que l'on peut lire ici récemment. Quant aux mesures de soutien, je pense que Dominique Coulon vient de le dire, c'est très bien. Je crois qu'avec les moyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est franchement pas mal d'avoir pu dégager ces budgets-là. Maintenant, soutenons l'appel de Madame la Ministre à une union sacrée et donc à une intervention d'autres niveaux de pouvoir. Vous savez que la lasagne institutionnelle belge est ce qu'elle est, mais ici, elle a été quand même pénalisante pour le secteur sportif et très récemment, ça s'est illustré par l'impossibilité pour la région wallonne et pour le ministre des Infrastructures sportives, Jean-Luc Cruc, d'aider les clubs, en tout cas sous la forme qu'il avait souhaité proposer. Voilà, je pense qu'au moment, le sport ne doit pas être la victime de ce système et donc on va tout faire pour que des solutions soient trouvées. Espérons que cela bouge quand même rapidement, puisque vous savez que nous avions estimé au niveau de l'ensemble des clubs sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles à près de 64 millions les pertes financières, et ça c'était après le premier confinement. Donc vous imaginez bien qu'après le second, on faudrait remener une enquête, mais ce serait plutôt à faire, je pense, après le mois de mars. Mais on peut certainement doubler ces pertes et donc les besoins vont être énormes. Sachez également qu'à la ISF, nous avons de plus en plus de demandes de manière hebdomadaire. Il y en a 3-4 de conseils pour dissolution, liquidation de clubs. Donc, nos cris d'alarme ne sont pas des cris d'alarme à l'emporte-pièce. C'est effectivement aujourd'hui des clubs qui commencent à être liquidés, à être en faillite. Donc voilà, je crois que le chemin est encore long. Espérons aussi que des moyens pourront être dégagés, non plus pour sauver ce qui peut l'être, mais pour relancer. Parce que vous savez aussi qu'il y a des gros problèmes de décrochage, que la situation en termes d'affiliation va devenir également très tracassante d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de santé publique. Donc voilà, je pense là aussi qu'on peut appeler à des plans de relance très bientôt. Voilà, je vous dis aussi que la ISF reste évidemment attentive, essaye de vous informer au mieux en collaborant avec l'ensemble des fédérations membres et ici plus particulièrement avec vous évidemment, Yves et Dominique. Voilà pour ce que le petit mot. Merci beaucoup Serge et merci également pour tout le support que vous apportez depuis le début de cette crise et en général également. Voilà, maintenant on va passer à l'enquête des clubs et donc Christophe va nous commenter les résultats de l'enquête. Christophe. Oui, bonjour. On veut juste un petit peu, j'ai pas fait le matériel, étant donné qu'on est à distance.
Alors, on va vous présenter le résultat de l'enquête qu'on avait lancé début février. Juste un petit slide pour vous rappeler la nomenclature en fait qui va être utilisée dans ces résultats. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a choisi des petits diminutifs en anglais parce qu'on a aussi également préparé une présentation pour la VHL. Comme ça, vous savez de quoi on parle. Et de toute façon, les slides seront envoyés à tout le monde par après. Alors, en Belgian League National 1, mesdames et messieurs, on remarque une tendance assez nette pour terminer fin mai et non fin juin. On peut aussi pointer le fait que les clubs sont favorables à jouer des soirées en semaine et le week-end, et même des doubles week-ends. En Belgian League National 2, pareil, la tendance pour les dames en tout cas est de terminer fin mai. Par contre, en messieurs, il y a une petite tendance qui se dégage pour terminer fin juin. Pour ce qui est des matchs de double week-end, aussi une légère majorité ou des soirées en semaine plus le week-end. Alors pour la Nationale 3, ici c'est plus partagé. D'abord en dames, majorité pour fin mai, mais en messieurs, on a vraiment du 50-50 pour terminer fin mai ou fin juin. Mais de nouveau, on a, en tout cas pour les messieurs, une courte majorité pour jouer des soirées en semaine et des doubles week-ends. Par contre, en dames, ce n'est pas le cas. Au total, ce qui fait une majorité assez nette en dames pour terminer fin mai, mais au total des 3 divisions en messieurs, on est vraiment du 50-50. Donc voilà, ce sont des chiffres que la cellule de compétition prendra en compte pour les différents scénarios de reprise. Alors, pour l'Open League nationale, une courte majorité se prononce pour une fin en fin juin. Par contre, des fortes majorités pour faire des doubles week-ends et des matchs en soirée en semaine et le week-end. En Open League régionale, en junior master et en mineur, une assez grosse majorité s'est prononcée pour une fin en fin juin et non en fin mai. Alors pour les Masters, les Ladies et les Gents, très grosse majorité pour terminer fin juin. Alors en College League, la situation est un peu différente étant donné que ce sont des étudiants, très forte majorité pour terminer mi-mai. Alors on passe aux jeunes, pour les U7, U12, grosse majorité pour terminer fin juin et non fin mai. Contre en U14, U19, ici pour la nationale et la régionale 1, il y a une forte majorité pour terminer fin mai, notamment aussi pour les examens sans doute. Par contre, on avait aussi posé des questions pour ces divisions-là, pour des doubles week-ends, pour des matchs éventuels le mercredi après-midi. Vous voyez que pour les matchs le mercredi après-midi, c'est une forte minorité qui se prononce pour. Par contre, une majorité se prononce pour des matchs, enfin pour des deux matchs par week-end. Dans les divisions inférieures, en U14 et U19, pareil, on a une forte tendance pour terminer fin mai. Et alors, on avait aussi posé la question supplémentaire si vous souhaitiez que la fédération organise des matchs en juillet, des matchs amicaux en juillet. Et là, que ce soit en jeunes ou en seniors, il y a des très grosses une grosse majorité de clubs qui ne désirent pas. Donc, ce ne sera pas un scénario qui sera envisagé. Alors, les conclusions générales. Vous voyez qu'en jeunes, jusqu'en U12, ou terminer fin juin. U14 et U19, c'est pour fin mai, comme on l'a déjà dit. En College League, mi-mai. Et puis en senior, pour les dames et les messieurs en Belgian League, chez les dames, c'est une majorité pour fin mai. En messieurs, aucune majorité claire. Ça varie d'une division à l'autre, comme on l'a dit. Par contre, en Open League nationaux, en mineur et en Open League régional, pardon, majorité pour fin juin et très grosse majorité alors pour les loisirs, Master, Gent et Ladies. Voilà, dans cette compétition. Voilà, ça c'était votre avis en globalité. Et ce sont certainement des données qui seront prises en compte pour la suite et pour une éventuelle reprise. Je vais repasser la parole à Dominique. Désolé pour les petits changements de micro et autres, mais on s'adapte aussi à cette réalité. Donc, je dirais, évidemment, maintenant, on est plus dans la partie questions-réponses, mais peut-être déjà pour cet aspect ici de cette enquête, ça n'a évidemment la valeur que d'une enquête, mais on pensait que c'était important de la lancer maintenant, à la veille, on l'espère, de possibilités de reprise, et également pour tenir compte des tendances. Alors des tendances, quand on a
des majorités à 75, 80, voire 90% pour certaines catégories. C'est assez impressionnant et donc ça doit nous inspirer. Évidemment, tout dépendra, et c'est pour ça que je me permettais d'insister dans ma petite introduction, tout dépendra du moment à partir duquel nous pourrons éventuellement, enfin on l'espère vraiment, reprendre ces championnats. Et on devra faire un calendrier en fonction des possibilités. À l'impossible, nul n'est tenu, d'autant plus quand on parle de divisions qui sont à la fois des compétitions, mais qui travaillent quand même, qui occupent quand même des sportifs qu'on peut considérer comme amateurs. Il faudra aussi rester réaliste, de voir le temps qui nous sera donné pour pouvoir justement terminer les championnats. Aujourd'hui, tirer des plans sur la comète, de dire on va essayer de finir le premier tour, où on va, mais ça je pense qu'aujourd'hui on a oublié essayer de terminer l'ensemble des compétitions. Voilà, il faudra effectivement voir. Si on nous dit le 1er avril, on peut reprendre le chemin des terrains pour faire de la compétition, c'est autre chose que reprendre le chemin des terrains pour faire des entraînements. Ça nous laissera évidemment nettement plus de temps que si on nous donne cette autorisation qu'à partir du 15 avril, du 20 avril, voire du 1er mai. Et donc, on devra effectivement tenir compte de l'ensemble des calendriers, notamment le calendrier des étudiants, en tout cas dans le supérieur et chez les ados. C'est clair que quand on voit des tendances chez les jeunes de terminer fin mai, ou en Belgian League, en tout cas par exemple chez les dames, la majorité est claire pour la fin du mois de mai, c'est des éléments dont on devra à un moment donné tenir compte dans, je dirais, l'esprit de l'équité sportive aussi, pour ne pas non plus fausser l'ensemble des championnats, ce qui est entre nous, honnêtement, moins le cas dans les divisions dites loisirs, pour lesquelles voilà, il y a aussi surtout la volonté de retrouver le chemin des terrains, de jouer pour le plaisir et surtout de jouer plus longtemps. Je crois que les résultats en Open League, en Master, en Gentlemen et en Ladies sont assez clairs à ce niveau-là. Si on peut continuer à jouer jusqu'au début de l'été, eh bien, évidemment, on le fera avec plaisir. Et nous aussi, au niveau de la cellule compétition, on fera preuve de la flexibilité nécessaire pour pouvoir permettre, je dirais, ce déroulement des championnats de la meilleure manière qui soit. Alors, il y avait encore des questions. J'avais noté deux questions qui étaient posées par rapport aux finances. Il y avait une question, je pense, de Thomas d'Allemagne concernant ce qu'on entendait par cotisation suspendue. C'était simplement le fait qu'on n'avait pas fait l'appel de cotisation dans le délai qui était normalement prévu par notre procédure, justement en attendant des mesures de soutien d'ordre financier qui avaient été annoncées au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui n'avaient pas encore pu être concrétisées et officialisées. Aujourd'hui, donc comme je l'ai expliqué, avec les 358 000 € dont on va pouvoir mettre, je dirais, cette somme à disposition, bien, on absorbe le deuxième acompte complètement et on absorbe une grande partie du troisième acompte, mais pas complètement. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas encore se prononcer sur le solde de la saison. Tout va dépendre aussi de ce qu'on va encore pouvoir jouer, des activités qu'on va pouvoir reprendre. Et le conseil d'administration, comme je l'ai dit, il s'est réuni lundi. Il a aussi clairement mentionné qu'il faudra faire preuve de créativité, d'imagination. Notre but n'est pas, je dirais, de mettre une pression qui serait peut-être au bord de l'indécence vis-à-vis de certains clubs dans ces situations difficiles, tout en tenant compte aussi de notre propre réalité de fédération qui doit aussi, d'une certaine façon, survivre dans ces conditions délicates. Il y avait une autre question dans le même ordre d'idées d'Olivier D'Autrebande, en tout cas que j'ai noté. Est-ce qu'il y aura une révision des cotisations pour la saison prochaine? Je pense que c'est encore prématuré que pour pouvoir y répondre de manière claire et définitive. Il y a clairement une volonté, je dirais,
d'atténuer tant que possible la charge financière pour les clubs et aussi peut-être de l'atténuer sur la distance, sur la durée. C'est un point qu'on prend aujourd'hui en considération, mais on n'a pas encore pris de décision claire et définitive pour voir vers quoi on va aller pour la saison prochaine. Je vais juste ajouter, donc on a en tout cas déjà décidé qu'il n'y aurait évidemment pas d'index des cotisations, donc ça aurait été malvenu d'indexer. Mais donc, directionnellement, on va plutôt travailler vers un schéma de trésorerie plus adapté, une révision des cotisations en tant que telle. L'idée, c'est plutôt de travailler sur un timing de trésorerie plutôt que d'abandonner les cotisations, parce que voilà, le travail à FEDE continue et malgré toutes les dispositions qu'on a prises ici au sein même de la FEDE, en termes de chômage et autres, il faut également assurer l'équilibre financier à ce niveau. Il y a encore une question, enfin deux questions qui sont plus à ce moment-là au niveau de l'organisation des championnats. Une question de Mathieu Bertrand, la pression sur les students si on continue à jouer jusqu'au mois de juin. En particulier, il pose la question sur la Belgian League. Oui, c'est un point évidemment dont on est conscient. Ici, on vous a donné les résultats, je le dirais de manière purement objective et qui montrent, en tout cas en Belgian League, une attitude différente pour les dames que pour les hommes. Pour les dames, on est quand même pratiquement à 70% de vote pour terminer fin mai, alors que quand on regarde en messieurs, c'est vrai que ça dépend plus d'une division à l'autre, mais quand on prend l'ensemble des divisions Belgian League messieurs, on est vraiment objectivement à du 50-50. Donc, on en tiendra compte, mais on devra aussi voir dans quel sens on doit pouvoir aller pour pouvoir, en tout cas, terminer une saison le plus sportivement possible. Et parlant de sportifs, une question de Nicolas Leu, les remarques spécifiques. Oui, il y a eu pas mal de remarques spécifiques qui ont été faites dans l'enquête. On doit encore, je dirais, analyser plus finement certaines de ces remarques, mais évidemment, au risque de me répéter, en fonction de ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire, de notre côté, il faudra aussi évidemment une certaine flexibilité, que ce soit en termes de forfait, en termes d'amende et autres. Je pense que aujourd'hui, voilà, la réalité est tout autre qu'une saison classique. Et donc, comme Yves l'a dit tout au début, ça nous force aussi à nous remettre en question, à sortir du cadre, tout en respectant de l'autre côté quand même une certaine structure, parce que sinon, on aurait pu, et c'est pas notre choix aujourd'hui, on aurait pu dire on arrête les frais aujourd'hui et on recommence des matchs amicaux tant qu'on peut à partir du mois d'avril, à partir du mois de mai pour terminer la saison. Aujourd'hui, c'est pas encore la situation vers laquelle nous voulons aller. Je reste prudent en disant pas encore parce que ça dépendra évidemment de savoir quand on va réellement pouvoir reprendre des compétitions. Il y a peut-être une remarque de Gorka, président de Louvain-la-Neuve. Ce n'est pas une question, c'est plus une remarque générale que je vous partage. Il dit ce qui est important est de garder la confiance de nos membres, de préparer la saison prochaine. Il faut que les membres y fassent confiance et payent leurs cotisations. Être clean cette année est indispensable pour la Neuve. Il y a aussi des mains levées. Je propose de donner la parole à Cédric Sapard. Du club du Parc. Cédric, si tu nous entends, tu peux ouvrir ton micro. Ah voilà, vous m'entendez maintenant? Oui. Ah voilà, super. Bon, ça, merci beaucoup. Ouais, mais je rejoins en fait tout à fait ce que mon collègue de Louvain-la-Neuve vient de dire. On est soumis à une pression qui est extraordinaire de la part de nos membres seniors par rapport aux cotisations, par rapport au fait d'être compensés pour le fait de ne pas avoir pu bénéficier de leurs cotisations. Donc de notre côté, on a eu une réunion encore il y a une dizaine de jours avec tous les managers seniors et on a vraiment des demandes qui sont extrêmement fortes de justifier pourquoi est-ce pour l'instant, on n'a pas encore remboursé de cotisations, quelles sont les perspectives pour la fin d'année, etc., etc. L'année passée, comme je pense tous les clubs, on n'avait pas remboursé de cotisations suite aux non-prestations entre mars et mai.
je pense que cette année-ci, ce sera impossible à justifier. L'année passée, on avait quand même été fort aidé, je pense, par la communication de la fédération à tous les membres de la fédération qui voilà, expliquaient ou demandaient de ne pas demander de remboursement ou de cotisation complète, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va de nouveau, qui pourrait de nouveau être envisagé cette année-ci? Parce que vraiment, la pression est très forte, en tout cas de notre côté. Moi, je pense que, en effet, donc, je pense qu'on est tous très conscients du fait que la situation maintenant n'est pas celle qu'on a connue l'année passée. Donc, je pense qu'en effet, on s'est engagé à faire une communication dans le sens de soutien, en notamment argumentant, comme on le fait maintenant, de dire que la volonté est toujours de persévérer. Donc, je pense que c'est certainement quelque chose sur lequel on peut agir. Je pense que ne rien rembourser cette année-ci, c'est juste pas envisageable. Mais voilà, le but, c'est quand même de ne pas se mettre en faillite non plus, comme tout le monde, et de trouver le bon équilibre entre le fait de, comme dit le collègue de Louvain-la-Neuve, de préparer une saison prochaine sous des bonnes bases, mais aussi quand même voilà, de respecter quand même un engagement, un équilibre financier pour tout le monde. Tout à fait. Merci. Je pense qu'il y a l'aspect remboursement de cotisation au sens strict du terme. Et puis, il y a peut-être, je dirais, les pistes créatives. Et là, on peut aussi appeler au partage d'expériences entre les différents clubs. Les bonnes idées qui viennent, comme tu l'as dit, Cédric, par exemple, de poursuivre le plus longtemps possible les entraînements, les matchs. On ne va pas y revenir, les entraînements même durant l'été, sans arrêt peut-être, comme habituellement au mois de juillet jusqu'au 15 août. Et puis, il y a aussi pas mal de clubs, je pense, qui réfléchissent à déjà faire une espèce de crédit sur la saison prochaine, voire sur même peut-être 2 ou 3 saisons. C'est aussi une forme de fidélisation de leurs membres pour justement ne pas devoir sortir aujourd'hui un cash qui n'existe plus. Parce que beaucoup de clubs, je pense, commencent petit à petit, si ce n'est pas déjà le cas, à être en difficulté de trésorerie. Et donc, c'est aussi la raison, c'est pas simplement parce qu'on a envie de continuer ou de reprendre le sport qu'on plaide aussi fort pour une reprise des activités. C'est justement parce que la grosse masse des membres, on sait très bien qu'elle se trouve en senior, si pas en senior loisir. Et donc, c'est aussi cette partie, je dirais, des membres qui, heureusement, répond on peut continuer jusqu'à la fin du mois de juin. Si on peut leur proposer des activités, allez, rêvons à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin, je ne dis pas que tout le retard va être comblé, mais au moins, il y aura quand même nettement moins de pression et nettement moins d'arguments. Ce serait une bonne compensation, c'est clair. Bien sûr. Pardon ? Ce serait une bonne compensation en tous les cas, c'est clair. Voilà, c'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà des clubs, bon, pour les adultes, la question ne se pose pas, mais en tout cas pour les jeunes qui sont occupés à calculer avec les entraînements qui ont duré plus longtemps que prévu, puisqu'on n'a pas eu de saison indoor au mois de novembre, décembre, qui ont repris plus tôt au mois de janvier, mais ils sont occupés à calculer le nombre d'entraînements qu'ils ont pu octroyer aux jeunes, aux tout jeunes ou aux ados, quand on a pu recommencer avec les ados, pour pouvoir aussi, je dirais, démontrer déjà, en anticipant toutes les questions qui viennent, de savoir exactement ce qu'ils ont pu proposer comme service ou comme prestation à leurs membres et pour diminuer un petit peu cette pression. Aujourd'hui, la pression, elle est peut-être moindre chez les jeunes, mais énorme et très fort portée sur les adultes et en particulier les adultes loisirs. Et donc, ces 3 mois qui viennent sont vraiment aussi cruciaux pour pouvoir justement donner peut-être un peu cette bouffée d'oxygène dont les clubs ont besoin. Tout à fait d'accord, merci. Je vois qu'il y a une question également concernant un plan catastrophe, si on ne peut rien redémarrer et qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là au niveau des cotisations. Aujourd'hui, je pense que tout le monde calcule un petit peu dans son club les scénarios catastrophes, ou si vous ne le faites pas, je vous encourage vraiment à le faire sur base de ce que l'ONU a fait. À la fédération, on l'a fait également, donc on tourne aux alentours de 300 000 €. Je pense que la seule voie dans laquelle on pourra s'engager à ce moment-là, c'est d'essayer de trouver un appui financier à l'extérieur. À un moment donné, l'argent est moins cher qu'avant et
d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des prêts très long terme et comment s'organiser à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est une idée qu'on a aujourd'hui, mais pas plus aboutie pour l'instant, une piste de réflexion qu'on a dans ce cadre-là. Et alors, je vois c'est pas des questions, mais en tout cas des réflexions que je partage avec vous, puisque vous pouvez pas nécessairement les voir. Comme je le disais, c'est Olivier Dubayard qui dit la ristourne sur la saison prochaine, c'est une forme de fidélisation, ou si on prend sous l'autre angle de rétention, oui, évidemment, puisque ça, c'est une forme de dire, si tu restes chez nous l'année prochaine et si tu reprends le sport l'année prochaine, tu y gagneras aussi. Et aussi pour les clubs qui peuvent se le permettre, enfin pas se le permettre, mais qui ont d'autres activités que le hockey, peut-être de proposer d'autres types d'activités, que ce soit du tennis, du padel ou peut-être d'autres activités sportives. Ça peut aussi être une forme de fidélisation dans un esprit de club et pas uniquement dans le cadre du hockey au sens strict du terme. Il y a encore des mains levées. Je vais peut-être passer la parole à Benoît de Spiegeler de l'Argos. Benoît, si tu nous entends, la parole est à toi. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà, je rebondis un peu sur ce qui a été dit pour vous faire part de, évidemment, c'est au cas par cas en fonction de la situation financière de chaque club, mais simplement pour vous partager une décision que nous, on a prise au niveau de notre conseil d'administration, c'est effectivement de proposer à nos membres pour les 2 prochaines saisons de réduire la cotisation en moyenne de 70 à 80 euros, la cotisation sur un minimum de 2 ans. Justement pour essayer de ne pas les perdre et de dire que sur les 2 ans, ça veut dire qu'ils vont récupérer quasi 75%. Évidemment, encore une fois, ça dépend du prix des cotisations. Chez nous, elles sont à 250 euros pour vous donner une information pour un adulte, mais on va réduire. Et donc, ça veut dire que concrètement, un adulte va payer 180 euros pendant 2 saisons pour les autres années. Donc voilà, je voulais simplement vous partager ça. Évidemment, c'est en fonction, encore une fois, des capacités financières, de la situation financière de chaque club, étant donné que nous sommes aidés notamment par la commune, etc. Mais enfin, voilà, tout simplement. Merci, c'est une bonne idée. Je vais également donner la parole à Isabelle du Club Sport. Isabelle, si tu nous entends, la parole est à toi. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, donc moi j'avais d'abord une première question pour Madame la Ministre, mais bon, elle n'est plus là. C'était de savoir si on envisageait même un minimum d'assouplissement, d'élargissement lors du comité de concertation de demain. Parce que voilà, on nous parle de perspectives, je comprends bien que pour la reprise du championnat, bon, c'est une autre donnée. Mais aujourd'hui, quand on voit les adultes qui qui peuvent jouer à 4 sur un quart de terrain sans contact entre eux, je me demande si vraiment cette mesure aujourd'hui est encore en adéquation. Elle a été prise de mémoire au moment de la 2e vague et on voit aucune évolution pour les adultes. Okay. Donc, oui, Madame la Ministre vous allez répondre, donc je vais lui laisser la parole. Ah, merci. Madame la Ministre, la parole est à vous, Oui, si vous m'entendez. Oui, je vous entends et j'ai bien entendu la question. Merci beaucoup pour cette question cruciale, évidemment. Donc, pour demain, on a en effet mis sur la table la possibilité d'élargir les bulles en extérieur parce qu'on a bien conscience, évidemment, que 4 personnes en extérieur, c'est pas satisfaisant, hein. On en est bien conscient. Maintenant, je vais pas vous promettre 25 personnes, hein. On est plutôt autour de 10 et il faut voir si ça passera la rampe puisque il faudra confronter ces propositions avec les chiffres des experts sanitaires. Bon, vous savez qu'il y a une baisse des décès, il y a une légère augmentation des contaminations. Donc, on est à un plateau, ce qui veut dire que pour parler à des sportifs, vous comprendrez ça encore mieux que moi, mais ce qui m'a été expliqué, c'est que la balle peut tomber d'un côté ou de l'autre du filet en quelque sorte, et que donc on n'est pas encore dans une stratégie d'assouplissement, mais ça je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable et peut être envisagé. Donc je parle toujours bien au conditionnel, mais enfin on est jeudi soir et le Codeco c'est demain après-midi, donc je pense qu'il y a des chances raisonnables pour qu'on augmente la bulle des personnes en extérieur. Vous avez raison, hein, ça ne serait évidemment pas satisfaisant et il faut une perspective pour la reprise
des entraînements et des compétitions en outdoor. En particulier, pour les moins de 12 ans, on sait que ça a dû s'arrêter de façon très brutale en raison du variant britannique qui inquiétait beaucoup les experts parce qu'on se demandait s'il rendait les enfants plus contagieux et on risquait de devoir fermer des écoles si c'était le cas. Maintenant, on a un peu de recul, on est à 3 semaines, hein, puisque c'est une inquiétude qui avait été soulevée au début janvier. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de hausse dans la courbe épidémiologique et de clusters massifs dans les écoles. On a eu quelques problèmes, hein, le collège Saint-Michel qui a dû fermer, etc. Et c'était bien le variant britannique, mais on n'a pas eu de hausse gigantesque des contaminations. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'abord de reprendre les entraînements et les compétitions pour les moins de 12 ans, puisqu'on sait qu'avec l'âge qui augmente, il y a aussi plus de contamination et les symptômes sont plus sévères. Et donc, on serait dans un deuxième train de mesures. Donc, le premier train de mesures sera annoncé demain. Je pense qu'il y aura des nouvelles pour l'enseignement supérieur demain et une augmentation des bulles en extérieur, comme je l'ai dit. Puis, deuxième train de mesures, on parle du printemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le printemps? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un prochain Codeco qui serait fixé, nous sommes le 26 demain, le 26 mars. Et donc, le ministre-président essaie d'anticiper ce Codeco parce qu'il nous semble bien qu'attendre un mois serait encore difficile. Mais donc, la reprise des entraînements et des compétitions serait plutôt aux alentours du 26 mars, ou en tout cas, une décision pourrait être prise si les chiffres sont favorables autour de cela, avec ce qui est indiqué pour l'instant, c'est simplement le printemps. Et puis ensuite, il y aura un troisième train de mesures qui sera, alors là aussi, il n'y a pas d'échéance temporelle et c'est trop risqué de se prononcer là-dessus, mais c'est dans un troisième temps de mesures que se situeraient les entraînements et les compétitions en indoor. Voilà un peu le calendrier qui est sur la table, tout en sachant que, voilà, je vous demande de traiter ça évidemment avec beaucoup de prudence parce que ça dépendra de l'évolution des chiffres, mais donc je pense que demain, il y aura un très léger assouplissement. Merci beaucoup. Cross the finger, comme on dit. Et j'avais une deuxième question plutôt pour la LFH, mais Dominique y a répondu en partie. C'était de montrer de la flexibilité, de la souplesse si des championnats devaient aller jusqu'à fin juin pour des équipes qui ne pourraient pas y participer parce que c'est très disparate les équipes en open ligne ou en mineur. Vous pouvez retrouver avec des étudiantes, une équipe de jeunes étudiantes qui sont à l'université, alors que vous pouvez vous retrouver avec plutôt des adultes d'une trentaine d'années qui bossent tous. Donc la situation est très disparate, donc c'est de se montrer flexible par rapport à ça, par rapport au forfait et par rapport au fait que l'équipe ne prenne pas part au match parce qu'elle ne sait pas le faire, quoi. Voilà. Mais Dominique en avait parlé. Je vais confirmer, mais évidemment, je veux dire, à partir du moment où on reprend une certaine forme de compétition, il faut aussi de l'autre côté qu'il y ait une forme d'équité sportive. Donc, il faudra de la flexibilité, mais je dirais des deux côtés, dans le sens de dire si on accepte de reprendre certaines compétitions, on ne peut pas non plus arriver avec une demi-équipe ou des équipes complètement disparates. Mais bon, on n'y est pas encore, donc voyons un peu vers quoi on va. Je pense que la première étape, c'est déjà, et merci à Madame la Ministre d'avoir été aussi transparente, je dirais, dans ce planning, de donner cette perspective, même si on sait très bien que, comme vous l'avez dit, c'est à prendre avec des pincettes et certainement pas comme argent comptant. Mais en tout cas, je pense que ça nous permet déjà quand même d'espérer et d'être positif dans cette traite. Peut-être aussi, je vois, il y a donc, évidemment la question des remboursements de cotisations anime beaucoup de questions sur notre écran. Je vois également que Michel, notre trésorier, Michel Millet, a réagi également en disant que on utilisera certainement l'Assemblée générale qui nous attend au mois de mars, donc le 23, pour faire le point également et il pourra donner des pistes de réflexion à ce niveau-là également. Donc on prendra le temps de l'analyse des 3 prochaines semaines et on reviendra avec encore des choses plus concrètes que ce qu'on a pu faire ce soir au moment de l'Assemblée générale. Alors, il y a une main levée de Martin Carlier. Martin, je vais vous donner la parole. Martin, si vous m'entendez, la parole est à vous. Oui, on m'entend bien ou... Légèrement. Parlez un peu plus fort peut-être.
Alors, je vais parler un peu plus fort, j'ai un petit problème de micro. En fait, moi, j'avais juste une question au niveau de la reprise, s'il y avait une date butoir, en fait, à laquelle la fédération, avec la fédération, s'était fixée pour, on va dire, une décision go, no go, de reprendre les compétitions. En fait, j'ai cette question parce que notamment dans l'équipe première du Vivier Édouard, ben, il y a des gens qui aimeraient, bon, je prends par exemple des gens qui ont perdu leur travail ou des choses comme ça, ben, qui se disent ben, je vais aller faire, je sais pas, de l'humanitaire ou quelque chose à l'étranger. Mais évidemment, c'est assez dépendant, on va dire, de la reprise des compétitions aussi. Et donc, ces gens-là, je pense qu'ils aimeraient bien, on va dire, être fixés à un certain moment et pas qu'on leur dise, on va dire, fin avril, oui, pour finir, on reprend jusque fin juin, alors que, on va dire, il y a 4 personnes d'une équipe première qui sont parties. Donc, c'est un petit club, hein, donc c'est pour ça. Oui. Donc, tout à fait. Mais, écoute, comme on l'a dit maintenant, donc là, on continue à y croire et également en fonction de ce qu'on a entendu ce soir, je pense que une période plus propice pour prendre ce genre de décision sera début avril. Et à ce moment-là, on pourra vraiment s'engager sur quelque chose. Mais jusque-là, essayons de tenir le coup et on attend de voir à ce moment-là. Il y avait peut-être une question écrite, mais ça serait plus facile parce que c'est assez long, d'Olivier d'Autrebande. Olivier, je vais peut-être vous donner la parole. Attendez un instant. Olivier, la parole est à vous. Voilà, je pense que vous m'entendez. Oui. Je voulais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, j'entends effectivement l'Argos qui dit, voilà, nous, on va faire un geste et nos cotisations adultes ne sont pas très élevées. Quand je prends le chiffre qu'on a aujourd'hui de la part qu'on paye à la Ligue, je me dis, effectivement, dans les clubs, on n'a effectivement pas encore de scénario arrêté puisqu'on n'a pas de perspective claire, mais on peut envisager différents scénarios. Et dans certains, c'est clairement de réduire la voilure en termes de projets, en termes même d'objectifs sportifs, puisqu'on va peut-être devoir réduire les encadrements, donc ne plus pouvoir payer suffisamment de personnes pour encadrer, que ce soit les jeunes ou les adultes. Donc, ça va impacter, ou ça pourrait impacter, on ne le sait pas encore, on espère que non, mais on doit se préparer, ça pourrait impacter quand même l'avenir, et pas uniquement en termes de trésorerie qu'on peut étaler, mais simplement en termes d'activité qu'on va devoir décaler si on n'a pas une solution financière ou de trésorerie qui nous permette de le faire. Et donc, la question s'adresse également à vous. Donc, est-ce que c'est des scénarios que vous envisagez? On sait que ces dernières années, il y a eu une grande dynamique au niveau de toute la famille du hockey, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit les formations, enfin plein, certaines amenant du plus, certaines amenant aussi des contraintes dans les clubs avec des répercussions financières. Donc, est-ce que tout ça, il n'y a pas de tabou de votre côté pour envisager aussi de soutenir de cette manière-là, si jamais, malheureusement, on devait aller vers un scénario plus catastrophe, se dire, ben oui, on ne peut pas décemment demander ce montant pour une cotisation parce qu'à côté, effectivement, il y a la vie de clubs qui sont en danger. Donc voilà, j'entends hein, que c'est effectivement des choses que vous prenez en compte, on est tous dans le même bateau. Donc, mais pour moi, c'est important de se la poser comme ça aussi, pas uniquement en termes de trésorerie. Il y aura clairement, je pense, à des moments donnés, des choix qui devront être faits. On dit, ben voilà, désolé, là, cette personne, on va devoir s'en séparer. On ne pourra plus. Je comprends tout à fait ce que tu dis et j'entends tout à fait. Je pense que c'est ça, en effet, quelque chose qu'il faut faire. Je pense que quelque part, on devrait maintenant déjà, c'est quelque chose qu'on va discuter aussi avec Denis prochainement, se créer une espèce de comité de la relance. Vous le savez aussi, on a des élections fin juin. Donc, qui vont amener à un renouvellement quasiment de la moitié du conseil d'administration de la Ligue. Et notre plan stratégique est également arrivé à son terme. Donc, tout ça converge vers l'idée qu'on doit, sans tabou, pouvoir remettre tout plat et certainement en cas de nouveau plan stratégique qui sera de toute façon à faire par la nouvelle équipe en juin de cette année après les élections.
Merci. Alors, il y avait une question de Guillaume Noël par rapport à un échéancier. Ben oui, effectivement, Guillaume, je vais dire, on attendait quelque part un petit peu ce que Madame la Ministre a annoncé avec quelques dates. Hein. Je dis, c'est pas des dates butoirs, c'est pas des dates définitives, mais ça nous donne quand même des perspectives. Et donc, on est occupé à travailler avec la cellule compétition, d'une part sur la base des résultats de cette enquête qui sont quand même assez, je dirais, tranchés par rapport à ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire ou jusqu'où on peut aller. Et d'autre part, de tenir compte du rétro-planning, de dire, voilà, partons du principe ou partons de l'idée que début avril, on pourrait faire quelque chose. C'est déjà une idée. Notre cellule compétition, je crois, en est à la version 25 bis du calendrier, en éliminant, en rajoutant, en faisant des doubles week-ends ou autres. Ça sera une édition 25 terre ou 26. Mais l'échéancier, oui, on doit commencer à y penser parce que la réalité est différente aussi de division à division. Même au sein d'une même catégorie, on va prendre la Belgian League, on a des clubs qui ont par chance pu jouer à peu près toutes leurs rencontres jusqu'à l'arrêt des compétitions. On en a d'autres et on a d'ailleurs eu une intervention tout à l'heure d'un de ces clubs-là, je crois que c'est le Vivier-Dois, qui a été victime de Covid dans son équipe, mais de Covid dans ses adversaires, et qui est loin d'avoir joué tous les matchs par rapport à d'autres équipes. Donc c'est aussi des réalités dont on doit tenir compte. Tout en tenant compte aussi de la réalité sportive de ces équipes. Le but n'est pas de commencer à jouer pour faire jouer et à un moment donné risquer des blessures ou en tout cas un excès par rapport à une situation normale. Donc échéancier, oui, mais à prendre aussi avec plus que des pincettes. Bon, je m'engage, mais je n'en sais rien. Peut-être que d'ici à l'Assemblée générale, vous avez vu la convocation, on a mis un point crise sanitaire. Peut-être qu'on aura un peu plus de clarté et qu'on pourra imaginer un calendrier théorique ou à nouveau un calendrier bis pour pouvoir donner un petit peu plus de points. Je voudrais aussi juste dire, donc, mentionner que la ministre a dû nous quitter, elle vient d'envoyer un message. Je sais que Pierre Luquet est encore là. Évidemment, la remercier au nom de toutes les personnes qui étaient ici présentes pour sa participation et sa transparence dans tout ce qu'elle a dit. C'était évidemment fortement apprécié, comme le dit également Ryan, je vois qu'il a mis top liste Forestier et répondu à ces questions. Je pense que c'est le sentiment général aujourd'hui. Je propose qu'on présente encore certainement, donc la réunion était prévue de se terminer normalement maintenant. On va peut-être encore prendre 2-3 réponses à des questions et puis vous libérer. Avec de toute façon, je vois que Gorka veut dire quelque chose. Non, en tout cas, il a une question d'anticiper. À Louvain-la-Neuve, on anticipe une réduction du nombre de membres l'année prochaine chez les adultes. Ils ont appris à vivre sans hockey, malheureusement, oui. On anticipe 10 à 15% de réduction. Je peux déjà vous dire, sans dévoiler la couronne, que dans notre budget, on est un peu plus optimiste que ça, puisqu'on a fait un budget à croissance nulle. Mais c'est vrai que ça risque d'être un challenge. Et je crois que là, d'autres ont soulevé aussi la question de la relance doit maintenant aussi se poser. Il y a non seulement la gestion de la crise et de sortir de cette crise au moment X, mais déjà de penser au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Dans notre budget, nous avons aussi prévu une enveloppe qui pourrait être consacrée à cette relance. Je sais qu'au niveau politique, il y a aussi des plans en termes de communication qui tourneraient autour du sport et que nous pourrions peut-être réutiliser. Je crois qu'on va devoir faire un maximum de bruit. On n'en fait peut-être pas assez, mais bon, maintenant, je crois que ça commence aussi à faire bouger les lignes, mais un maximum de bruit pour faire revenir justement que ce soit les enfants, les ados ou ces adultes qui ont peut-être pris d'autres points, d'autres. Ah, il y a André, oui. Maintenant, André, tu es connecté. Est-ce qu'on peut te passer la parole également? Ton micro est ouvert, je sais pas, André? Oui, voilà. Je m'excuse beaucoup.
décidément, j'ai des problèmes de connexion avec un nouveau système. Je salue Madame la ministre, si elle est encore là, je ne sais pas, hein, pour la remercier pour l'aide qu'elle nous a déjà apportée et dire, comme je crois Serge l'a dit, que voilà, le sport souhaite encore un peu plus pour sortir de la très grave crise financière qui est la sienne. Par rapport à ta fédération, Dominique, je dirais que je suis très heureux. J'ai écouté presque tout les interventions des représentants de tes clubs. C'est vraiment une ambiance constructive que je découvre dans la fédération de hockey. Je te félicite et je félicite tous les interlocuteurs. Et je sens bien que allez, vous allez, comme la plupart des disciplines, je suppose, vous en sortir. Je sens que vous avez des perspectives. Et là, je m'adresse à Madame la ministre aussi. Je crois qu'elle le sait, elle l'a dit, que les perspectives pour le sport sont essentielles pour garder la confiance, pour garder les adhérents. Et j'espère que pour tous les sports, on sait bien qu'il y en a qui rouvriront plus tôt que d'autres en fonction de la dangerosité sanitaire. Mais on espère que très tôt, tout le monde pourra rouvrir parce que c'est absolument indispensable pour nous tous. En tout cas, Dominique, félicitations pour la tenue de cette assemblée dans ta fédération. Merci beaucoup, André. Et on est aussi, je dirais, heureux de la collaboration et du soutien de la ISF parce que je crois qu'aussi vous avez fait des efforts importants en termes de communication que les clubs reçoivent aussi en direct, donc on ne doit pas nécessairement toujours reprendre. Mais c'est important, je pense que plus on partage les informations, plus on partage les expériences, plus on peut aussi être créatif et aller chercher les bonnes idées qui existent ailleurs sans devoir nécessairement toujours réinventer la roue. Voilà, et peut-être donc prendre la dernière question qui apparaît sur l'écran de Laurence, de Lévis Pilouet. À propos du budget de la LFA, je note une perspective de croissance nulle, donc vous n'escomptez pas un effet JO. Je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, en fait, parce que si on escompte évidemment un effet JO, et on espère, et là, les nouvelles sont plutôt rassurantes de ce côté-là, que les JO vont quand même bien se dérouler, et on espère bien qu'il y aura un effet. Donc, il y a vraiment quelque chose à jouer à ce moment-là, et donc il faudra prévoir des campagnes dans ce sens pour rebooster tout ça au bon moment, et en tout cas, on a prévu des budgets pour le faire. Voilà, moi je pense que... Il y a peut-être encore une question intéressante. Ah, une question encore. De Gorka, de Louvain-la-Neuve, qui dit comment peut-on aider? Je pense que le partage, en tout cas pour moi, est principal. Il y a peut-être déjà, rien que ce soir, quelques idées qui sont sorties, qui permettent de dire, tiens, tel club utilise tel vecteur ou tel levier. Je pense, Gorka, qu'on doit continuer. Et d'ailleurs, c'est notre volonté, vous le savez bien, je dirais, de réitérer, et on voit bien le succès de cette soirée. Ça ne doit pas durer toute une journée. En une heure, on peut faire le tour d'une question, mais c'est clairement une expérience qu'on peut réitérer, que ce soit l'Assemblée générale dans un mois ou même plus tôt, si ça s'avère nécessaire, ou juste après l'Assemblée générale. Je crois que nous, on est vraiment ouverts à ça, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut, je dirais, ensemble trouver peut-être des solutions, pour autant qu'il y en ait, parce qu'il n'y en a pas toujours. Mais je pense que c'est là, en tout cas, l'élément essentiel à partager entre nous. Peut-être encore un dernier mot dans les slides. On a, la semaine dernière, on vous a envoyé toute une série de communications par rapport à des webinaires qui sont développés au niveau de la Hockey Academy. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier Christophe qui a vraiment été un des leaders de ce projet pour coordonner l'ensemble des webinaires et vous rappeler que ce programme existe. On a quelques soucis peut-être au niveau des slides, je ne sais pas si on y arrive. Voilà, Sinon, Christophe, tu peux peut-être rappeler le programme. Voilà, le slide remarche, je vais juste vous diriger vers le slide.
Les slides ne marchent pas, mais c'est pas très grave. On a communiqué en début de semaine tout un programme de webinaire à partir de dimanche soir, en fait, avec le premier qu'on organise, où on va vous rappeler les différentes formations ADEPS et comment elles ont été réorganisées pour pouvoir les organiser durant le Covid. On va aussi vous proposer pas mal de webinaires sur la Club Manager Academy. Et le premier, c'est mardi soir, sur le travail associatif. Donc, vous savez que la loi a changé. Et avec notre partenaire groupe S, mardi soir à 18h30, on passera tous ces changements en revue. Tout le programme détaillé vous avez été envoyé par mail par Dominique en début de semaine et été publié sur nos réseaux sociaux et sur le site. Donc, on vous encourage à profiter justement de ce mois de mars sans compétition pour participer à tous ces webinaires qui sont déjà très intéressants et qui comptent aussi pour les labels de la Club Manager Academy, de la Coach Academy et de l'Empire Academy. Voilà, merci beaucoup. Ok, et donc voilà, donc, comme mot de la fin, moi j'en profite également pour remercier toutes les équipes de la LFH pour tout ce qu'elles ont fait et tout ce qu'elles ont encore fait pendant ces nombreuses semaines qui nous attendent. Il y a ici une vraie volonté d'aller vers l'avant et de trouver des solutions, et donc je pense qu'il faut aussi les remercier pour tout ce qu'ils font. Et je vous remercie évidemment pour votre présence, tout ça a été très générateur d'idées, très actif. Et donc, merci pour ça. On se revoit très bientôt à l'Assemblée générale le 23 mars. Et donc, on consacrera de nouveau un peu de temps à réfléchir à toutes ces problématiques. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.